Bienvenue François et bienvenue à tous les autres qui, je l'espère, vont arriver. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on écrit son expertise en ligne et je pars du livre de Jonah Berger. Je vais tout de suite partager mon écran. Voilà. Donc l'idée, c'est d'écrire son expertise sur LinkedIn en particulier et de créer des nouvelles connexions et éventuellement des nouveaux clients, d'ouvrir des opportunités. Est-ce que du coup, François, donc comment je vais parler? Je vais parler du livre Contagious de Jonah Berger. C'est la troisième fois que j'en parle, mais de façon un peu différente parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce bouquin. Je parle de comment est-ce qu'on écrit, c'est quoi les bases d'une bonne histoire, de comment démarrer, et puis je donne quelques exercices qui sont un peu aussi des outils. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est mon travail d'aider les gens à écrire. Je le fais depuis des années. J'accompagne les gens à écrire des livres sur leur expertise, à construire leur stratégie éditoriale en ligne pour augmenter leur notoriété, à construire leur storytelling de marque et tout simplement à utiliser leur créativité à l'écrit. Peut-être, François, je peux vous proposer, si ça ne vous dérange pas, de parler de vous. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Et il y a quelqu'un d'autre, génial. Bonjour. Bonjour, oui, pardon, je suis la Non, femme. non, Je enchantée. aussi, je me suis dit comme ça allait être intéressant pour moi aussi. Génial, super. Oh, bah, comme ça, vous êtes déjà deux, c'est parfait. Et du coup, est-ce que vous pouvez juste vous présenter chacun et qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie de participer à cet atelier aujourd'hui? Ah, bonne question. Ah bah, j'ai vu écriture. Alors moi, forcément, l'écriture, c'est quelque chose qui me parle. Moi, j'écrivais beaucoup à l'époque. J'aime beaucoup le mot expertise aussi, ça me parle. Et puis forcément, tout ce qui est notoriété, storytelling, c'est tous des mots, en fait, c'est la base de tout, en fait, de toute relation. C'est par là que tout commence, en fait. Moi, l'écriture, c'est un peu une façon de canaliser mes émotions. C'est une façon aussi de pouvoir exprimer ce que j'arrive pas à exprimer autrement. C'est une façon aussi, je pense, d'impliquer les gens dans mon histoire, dans ce que je suis, dans pourquoi je suis comme ça, voilà. Et à la base, je suis diplômé de chimie, j'ai fait du commerce, j'ai vécu 10 ans dans l'industrie maintenance industrielle, dans une PME. Et là, maintenant, j'aimerais plutôt me tourner vers la thérapie conjugale, donc un nouveau projet, et en même temps, à la fois un petit peu de coaching parental, à la fois un petit peu de thérapie conjugale, à la fois un petit peu de sexothérapie. Je me cherche un peu dans tous ces domaines, j'aimerais trouver un fil conducteur et du coup, j'aimerais arriver à aller chercher des potentiels clients et arriver à l'exprimer aussi de pourquoi, parce que les gens ne comprennent pas de comment du commerce, j'en arrive à vouloir m'intéresser au couple et aux familles. Donc, alors qu'il y a des liens en fait hyper forts, mais voilà. Donc, je ne sais pas ce que j'ai à chercher, mais j'aurai sûrement des éléments de réponse auxquels je ne m'attends pas et sûrement d'autres questions encore derrière. Ok, super, merci. Et vous, alors, j'ai pas votre prénom du coup. Du coup, moi, je m'appelle Sophie. Sophie, enchantée. Enchantée également. Attends, moi, du coup, je suis auxiliaire de puériculture. Ouais, je travaille en crèche, un petit peu en maternité aussi de temps en temps. Moi, mon parcours, j'ai fait de longues études de psychologie. J'étais jusqu'en master de psychologie clinique avec une spécialité enfants et adolescents avant de me lancer voilà, dans la prise en charge des enfants. Maintenant, à ce jour, j'aimerais bien proposer moi une activité de service à la personne, voilà, me trouver une clientèle pour pouvoir moi aider les jeunes parents, par exemple, qui sortent de la maternité, leur apporter des conseils sur la prise en charge de leur nourrisson. Voilà, un peu être coach parental aussi, j'entends beaucoup ce mot-là. Donc voilà, en parallèle d'une activité en crèche, j'en suis là. Super. Merci beaucoup alors, Sophie. Corinne, j'ai juste posé la question. Bienvenue. Merci d'être là. Oui, merci. Bonjour à toutes. Désolée pour le retard. Pas de souci. J'ai juste demandé à François et Sophie pourquoi ils étaient là, qui ils sont et pourquoi ils étaient là. Du coup, si tu veux te présenter tout simplement.
Alors, moi, je suis Corinne. J'ai déjà le plaisir, c'est la deuxième fois, je crois, que je vais assister à une de tes conférences. Donc, merci beaucoup. Pourquoi je suis là? Parce que l'écriture, c'est ma vie, quoi. J'écris depuis toujours, à la fois sur un plan personnel et professionnel, parce que j'écris des articles, j'ai un blog, j'ai une newsletter, professionnellement parlant, l'écriture, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans les propositions pédagogiques que je fournis. Je suis coach, formatrice et consultante ressources humaines management. Et en coaching, j'accompagne des personnes dans leur projet de changement professionnel ou évolution professionnelle ou reconversion professionnelle, pour le dire vite. Et puis, sur un plan personnel, j'ai un projet d'écriture actuellement, voilà, sur un plan personnel. Donc, c'est pas, enfin, c'est toujours plus ou moins lié à l'aide, à l'accompagnement, etc. Mais ça n'est pas un livre technique ou un livre pratique, en tout cas. Merci. Merci. Alors, comme j'ai dit, je vais reparler du livre Contagious, mais cette fois-ci pour parler du storytelling et de comment utiliser les histoires dans les publications. Et donc, bon, Contagious, toi, tu l'as déjà découvert, c'est un livre en anglais. Je ne connais pas la version française, je ne l'ai pas vu encore traduit. How to build word of mouth in a digital age, ce qui veut dire comment créer du bouche à oreille dans un monde digital. Et donc, comment rendre son écriture virale contagieuse, comme il dit. Lui, il propose, toi tu les as déjà rencontrés Corinne, 6 étapes, 6 éléments en fait, 6 principes qui permettent de rendre l'écriture virale ou la création de contenu viral. Il parle de la valeur sociale de ce qu'on écrit, de ce qu'on propose. Par exemple, Sophie, autour du coaching parental, ça peut être de parler de ce qui aide les parents quand ils sortent de la maternité, puisque c'était la question. Il parle des déclencheurs, on en a parlé il y a 2 semaines. Les déclencheurs, c'est ce qui, dans le temps et aussi dans le déroulé de la vie, fait penser à votre produit ou à votre offre. Il a parlé de faire des émotions, il a parlé de ce qui est public et de ce qui se rend public. Par exemple, les preuves sociales, les témoignages des gens que vous avez déjà aidés ou que vous avez accompagnés. Je pense à Corinne. Il parle de la valeur pratique de ce que vous proposez. Par exemple, si vous aidez les parents, François, comment est-ce que vous les aidez? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme valeur pratique tout de suite qui leur permet derrière de vous faire confiance, de légitimer, que vous soyez légitime dans votre posture, qu'elle soit celle d'accompagnant, de thérapeute de couple ou une autre. Et la dernière, c'était les histoires. On a beaucoup parlé on a parlé des autres les 3 dernières fois, mais cette fois-ci, je vais vous parler des histoires parce que les histoires permettent de toucher un peu à tous ces éléments. Alors, c'est son découpage à lui, c'est assez intéressant et si vous lisez l'anglais, je vous conseille d'aller le lire et sinon, il faut aller voir les replays. Alors, tout le monde n'a pas les replays, donc si vous les voulez, vous me le demandez. La première question de départ, c'est toujours la même. C'est à qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous leur proposez et pourquoi faire? C'est le plus important. Si vous ne savez pas ça, vous ne pourrez rien proposer à personne et ce sera difficile d'écrire quelque chose de cohérent. Donc, à qui vous vous adressez? Qu'est-ce que vous leur proposez? Pourquoi vous le leur proposez? Pourquoi pour eux spécifiquement? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Et puis, une fois que vous savez ça, vous pouvez commencer avec les bases d'une bonne histoire. Alors, c'est assez simple, les bases d'une bonne histoire. C'est vraiment très, très simplifié, par contre. C'est vraiment, il y a 5 éléments. Le premier, c'est le héros, la personne, est dans une situation initiale stable. Pas forcément génial pour lui, mais stable. Un événement arrive qui va perturber cette situation. Et donc, votre héros part à la recherche d'une solution. Cette recherche de solution, elle va se faire avec 1, 2, 3 obstacles, ça dépend. En général, on aime le 3, donc on va trouver 3 obstacles. Et puis, on va trouver la solution et on va retrouver une situation stable meilleure que la précédente. C'est important, cette partie-là. Elle est meilleure que la précédente.
Et en général, quand on écrit, ça, vous avez besoin de l'avoir en tête pour raconter votre histoire, mais quand on écrit, on ne part pas de la situation initiale, on ne part plus de la situation initiale stable. On commence toujours, presque toujours, avec l'événement perturbateur. Et si vous regardez même dans les films, dans les vidéos, on ne commence plus par aujourd'hui tout va bien et tout d'un coup quelque chose se passe, on passe tout de suite à oups, quelque chose se passe. Et éventuellement, on donne des éléments de contexte. Mais en général, je vais vous donner des exemples, parce que ce n'est pas d'une clarté limpide là tout de suite, c'est plus théorique, mais il y a des exemples pour faire ce chemin-là. Et donc, après, OK, on a une histoire. Comment est-ce qu'on démarre une publication avec une histoire? Et donc, moi, je vous propose 3 manières de démarrer une publication avec une histoire. Vous allez voir lesquelles et puis vous allez voir si elles vous conviennent aussi et ce que ça vous donne comme idée. La première, c'est un extrait de dialogue. Je ne sais pas si vous voyez le texte, du coup. Oui. Pourriez-vous m'expliquer l'objet de la réunion? Et là, grand blanc, silence. Nous étions 4, et là, elle explique le contexte. Elle commence par une phrase de dialogue. Elle explique le contexte. Nous étions 4, les 3 autres discutaient très passionnément. J'écoutais, j'avais l'impression qu'on n'avançait pas. J'ai attendu un peu, et puis encore un peu, et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé « Excusez-moi, pourriez-vous m'expliquer le résultat souhaité de la réunion ?» Et là, grand blanc, silence. Elle répète la phrase du début, en fait. Mon collègue a commencé à m'expliquer, notre client l'a contredit et dit « mais non, ce n'est pas ça », exprimé la finalité qu'il avait en tête. Le N+1 l'a regardé confus, a proposé encore un autre point de vue. 3 personnes, 3 avis différents. Je comprenais maintenant. Elle comprenait pourquoi elle ne comprenait pas le démarrage. Et ensuite, par la suite, ils se sont agités devant le paperboard pour s'aligner sur le résultat concret. Et donc ensuite, évidemment, ils trouvent, une fois qu'ils ont travaillé pendant 15 minutes sur pourquoi ils sont là, une fois qu'ils savent pourquoi ils sont là, elle sait comment elle continue l'histoire, c'était compliqué de le mettre là, mais elle continue l'histoire, elle explique pourquoi, qu'elle avait compris enfin comment elle pouvait contribuer, et au bout de 5 minutes, la réunion est réglée, ils ont trouvé leur résultat. Donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parce que ça démarre par un extrait de dialogue, et que derrière, on a la situation. Et que le dialogue, il continue un petit peu. Elle répète sa phrase, et en dessous, il y a aussi la phrase de quelqu'un d'autre, du collègue ou du client. Et donc ça crée de la dynamique et ça nous permet de rentrer directement, d'être accroché par son histoire. C'est presque tous les gens que je connais qui ont travaillé avec dans des collectifs, dans des équipes, etc., ils ont déjà été à des réunions dont ils ne comprenaient pas l'objectif. Presque toutes les personnes que je connais ont été à des réunions où ils ne comprenaient pas le résultat une fois qu'ils étaient sortis. Et donc, cette partie-là permet d'accrocher le lecteur. Ça, c'est l'extrait de dialogue. Ensuite, on a l'histoire implicite. Ça, c'est plus, donc le précédent, c'était Anne-Christine Bentienne, qui est coach. Celui-ci, c'est Muriel Tézenas, qui écrit sur la vente et le closing des entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que d'un côté, le closing n'est pas réservé aux closers et que de l'autre, les entrepreneurs ont souvent du mal à développer cette expertise pour vendre de manière maîtrisée. Depuis 2020, je forme mes clientes au closing. J'ai créé grâce à elle le Love Closing. Et vous savez quoi? Et donc là, elle pose une question et donc elle s'adresse directement aux gens. Et l'histoire est implicite je vous en dis beaucoup plus lors de mon atelier. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle très légèrement d'elle, elle se présente, et tout de suite derrière, elle dit « vous en saurez plus quand vous viendrez ». Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parce qu'elle a déjà une audience, et que son audience la connaît déjà. Mais ça fonctionne aussi parce que l'histoire est implicite. L'histoire et tout le reste, vous l'aurez quand vous viendrez à l'atelier. Elle crée de la curiosité avec son histoire implicite. Et donc, ça, c'est aussi un moyen d'utiliser les histoires sans les dire, sans les raconter. Et on a le troisième exemple, c'est l'histoire personnelle, et on va aller sur LinkedIn pour la voir parce qu'elle est très longue. C'est une histoire personnelle égale une publication, dans le sens où toute l'histoire va être reprise dans la publication. On va le trouver, non, c'est pas là, évidemment. Où est-ce que je l'ai mise? Hop, copier. Je vais vous la retrouver. Pourquoi est-ce que je ne l'ai plus?
Je ne sais pas. Voilà. Une raclée ou une raclette, ça s'appelle. Donc déjà, il y a un titre et ça, c'est intéressant. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Donc c'est Ruben Sarfati, que je connais absolument pas, mais j'ai trouvé l'histoire intéressante. Vous la voyez? Il raconte donc une raclée ou une raclette. Il explique où ça se passe, quand ça se passe, pour quelles raisons et avec qui. Et ensuite, il raconte l'histoire, ce qui est une façon particulière de présenter une histoire. Tout le monde ne fait pas comme ça. Donc, la saison des repas à Noël bat son plein. Ici, une demande de soirée raclette, début du repas pour 20h30, partir à 17h. Il reste pour finir les desserts. Lui, il est agri-chef. Il appelle ça agri-chef. Donc, à 17h20, il commence à neiger. Donc, il raconte toutes les étapes de cette histoire personnelle de travail, de cette anecdote. Il faut aller doucement, les routes se détériorent, 1 heure et quelques de retard, arrivé sur le site, panique à bord, il y a un problème, le staff est perdu, tout reste à faire, dans 50 minutes, les gens arrivent et ils auront 100 estomacs face à eux. À 19h55, réunion de crise dans la petite salle, ils sont 7 pour assurer le service. Il prend la parole sur un ton militaire. Voilà comment on va faire. Pouf, pouf, pouf. Discours précis, concis, action. Non, Florence, dit l'insolence. Ruben, je crois que tu te trompes. Ce serait mieux que Suleiman finisse de décharger. Moi, je défais les verres, etc. Et il le prend très mal. Il raconte, je le prends très mal, je donne les ordres. Non, mais tu te trompes, je ne t'ai pas demandé ton avis. Échange de regards, rageur et froid. Et donc, il continue. Son idée, c'est de montrer que même au fond, et c'est la fin, c'est qu'en fait, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, aucune importance. Dans 5 minutes, ils commencent. Donc, ils arrêtent de se parler et ils continuent ils vont faire le boulot. Bon, et en l'occurrence, à la fin, il a une chute drôle et aussi intéressante, c'est que la personne qui l'a interrompu, c'est pas n'importe qui travaillait dans son équipe, c'était sa mère. Et il met une image, évidemment, parce qu'on met tous des images. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne, ça? Eh bien, parce qu'on entre dans son histoire. Il nous fait rentrer dans l'histoire, il nous fait rentrer dans le suspense. Est-ce qu'il va arriver à temps? Est-ce que ça va marcher? Comment va se passer cette soirée? Comment est-ce qu'ils vont réussir à faire ce qu'ils vont finalement réussir à faire? Et où sont les obstacles? Et donc, les obstacles, ils commencent avec le temps, ils commencent avec les horaires, ils commencent avec les retards. Et ça continue jusqu'au dernier obstacle, qui est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est à 5 minutes du démarrage. Et ça fonctionne parce que ça nous donne envie d'en savoir plus, ça nous donne envie de le rencontrer. On se dit que c'est une vraie personne où il parle de son travail, en fait, et il raconte comment ça fonctionne derrière, en fait, dans les coulisses. Alors, maintenant que je vous ai présenté ces 3 exemples, eh ben, je vais vous proposer des exercices. Le premier, et donc c'est à vous de bosser maintenant, c'est de faire une liste d'anecdotes de travail, de vos anecdotes à vous personnelles. Ou d'anecdotes de vie, ça peut être de travail, mais ça peut être de vie. Mais on va, disons, commencer par le travail. Vous écrivez une liste d'anecdotes auxquelles vous pensez, vous. Comme ça. Vous ne posez pas de questions, vous avez que 5 minutes pour les faire. Même pas. Juste une liste d'anecdotes. J'avais une feuille. Je savais qu'il allait pas avoir cette feuille. Toujours avoir une femme qui a des feuilles. Je sais pas de stylo. Et un crayon. Un stylo. Moi, je vais faire l'exercice. Et ouais, tu sais pas. C'est pas mon boulot de travail. J'avais plus d'anecdotes depuis longtemps. Juste une liste, hein. Vous écrivez pas les anecdotes, juste une liste. Moi, c'est pas juste une à l'esprit, c'est fou quand même. Je retiens plus de ça maintenant. Pas très positif. Ah non, c'est pas positif du tout. C'est pas grave.
Une fois que vous en avez 5 ou 6, ou 10, vous pouvez arrêter. Et je vais vous proposer le deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est de faire une liste, non pas d'anecdotes à vous, mais d'anecdotes ou de problèmes que vos clients rencontrent. Ah ouais, bah, par 3. Hein. On m'a dit 3 mots. Je mets 3 mots à chaque fois. On donne par 3. Une fois que vous avez... Est-ce que vous avez votre liste d'anecdotes ou de problèmes que vos clients rencontrent aussi? Oui. Oui, super. Une fois que vous avez ça, Sophie, c'est bon pour vous? Bah non, pas trop. On va improviser. Mais je vais improviser. Une Ouais. ou deux? improviser. C'est très bien. Ouais. Le troisième exercice, c'est encore une liste. C'est génial, les listes, je trouve, pour permettre d'écrire plus vite. Voilà. C'est une liste des solutions ou des offres que vous proposez à vos clients. Une fois que vous avez les anecdotes et les problèmes et vos offres ou vos solutions, vous allez faire le lien entre les deux. Prendre une anecdote, par exemple, et la mettre en face d'une offre. Prendre un problème de vos clients et le mettre en face d'une solution que vous lui proposez. Juste faire le lien. Je commence à reconstituer mon puzzle. Ouais, c'est bien, moi aussi. Et du coup, maintenant que vous avez vos anecdotes, vous avez vos offres, vous allez pouvoir les lier et vous allez pouvoir choisir comment vous allez raconter l'anecdote ou l'histoire. Est-ce que vous allez raconter juste l'histoire en entier en finissant par votre offre? Est-ce que vous allez commencer par un extrait de dialogue, comme l'a fait Anne-Christine? Est-ce que vous voulez créer une offre, écrire une histoire, mais de façon implicite, pour pousser les gens à venir à votre webinaire ou à votre présentation?
1. Je suis très option 1. Toi, tu détailles trop, tu étais en option 3. Toi, t'aimes bien, réécrire les livres encore plus longs que ce qu'ils ont été écrits. Très bien. Oui, j'ai une femme qui, quand elle synthétise, elle fait plus long que ce qu'on a vécu. Ouais. Je suis plus dans l'option 1, moi. C'est-à-dire que j'arrive en plein milieu avec mes gros sabots, puis après, je fais des flashbacks de ce qui s'est passé avant. C'est très bien. Les deux sont très bien. L'option 2, j'aime pas, parce que l'option 2, c'est en gros, ça va être intéressant, puis derrière, en fait, souvent, on est général. Je suis très généralement, quand l'option 2, elle arrive, je m'inscris et très généralement, je suis très déçu par rapport au trailer. Ah, Je suis rarement agréablement surpris. On fait souvent beaucoup de pataquès et a souvent pas beaucoup de résultats, en fait. d'accord. Bon. Ben, Mais après, vous avez le droit de faire beaucoup de pataquès et beaucoup de résultats. ouais. Option 4. Corinne, pour toi, c'est bon? C'est bon. Oui, alors les anecdotes, moi, ça m'inspire pas beaucoup. Le 2, le 3, oui, parce que ça, c'est un travail que j'ai déjà fait, mais D'accord. je suis pas très storytelling, moi, justement. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez, pardon, hein, mais je dis ce que je pense, d'assez indécent. Et j'aime pas passer par cette voie-là. Donc, voilà, je suis un peu en résistance là par rapport à cette Ok. histoire de storytelling. Je trouve que alors, il y en a qui sont très, très bien faites, hein, il n'y a pas le souci, mais je trouve on va chercher dans l'intime, on va chercher dans quelque chose qui… On n'est pas obligé. Alors non, On n'est pas on n'est pas obligé, obligé justement, d'aller mais… chercher dans l'intime. On peut aller chercher dans des anecdotes, dans des histoires de travail. On peut aller chercher dans les histoires des autres. On n'est pas obligé de raconter toutes ces histoires en jeu et en… là, c'était les exemples, mais ce n'est pas une obligation. Ouais, Ça peut être l'histoire de quelqu'un d'autre, l'histoire d'un client. Moi, quand je commence, souvent, très souvent, je commence avec des phrases que mes prospects m'ont dit quand ils sont ouais. arrivés vers moi. Mmh. Je ne parle pas de ma vie personnelle, je ne suis pas en train d'étaler leur vie non plus. Je dis juste, ils arrivent avec ce problème-là et c'est comme ça qu'ils me l'ont dit. Mmh. Je ne sais pas le dernier. Attends, je vais te le… Oui, moi j'avais rédigé un post comme ça et j'en avais fait aussi une newsletter sur les croyances limitantes. Donc c'est des phrases que j'entends du genre, je l'avais déjà un peu évoqué la dernière fois, mais la question de l'âge pour changer professionnellement, par exemple, dans mes clients. J'entends souvent, je suis trop vieux pour réussir un changement professionnel ou le marché de l'emploi est bouché, personne ne s'intéressera à mon profil, je suis pas assez qualifiée pour, ou au contraire, j'ai trop de diplômes, j'ai trop de qualifications, qui aujourd'hui acceptera de me payer à ma juste valeur. Enfin voilà, toutes ces croyances-là. J'avais rédigé, effectivement, c'est une clé d'entrée que j'avais déjà utilisée. Alors, c'est pas de l'anecdote pour moi, c'est plus le point 2, c'est plus les problèmes de mes clients ou les… Voilà, C'est pas de exactement. l'anecdote proprement dit. Mais ça peut se transformer en anecdote, par exemple. Alors là, je l'ai fait de façon un peu caricaturale. En l'occurrence, elle ne s'appelle pas Karine, hein, j'ai changé le prénom. Mais là, il y a le passage en gros de ce qu'elle m'a dit. C'est plusieurs fois qu'elle me l'a dit et moi, je l'ai réuni en une seule phrase de dialogue. Et je passe directement à de quoi vous avez besoin. Mais ça peut aussi être de développer l'anecdote et de raconter davantage. Pas forcément, du coup, ce n'est pas forcément ton histoire personnelle. Ça peut être l'histoire de ce client-là et comment lui ou elle a réussi à faire quelque chose. Ce que raconte Anne-Christine, d'accord, elle parle d'elle dans cette situation, mais en réalité, elle parle d'absolument tous les gens qui se sont retrouvés dans une réunion qu'ils ne comprenaient pas, dont ils ne comprenaient pas l'objectif. Donc, c'est plus que parce que nous sommes des êtres humains, nous nous connectons à d'autres êtres humains et donc à d'autres histoires d'êtres humains.
C'est pas forcément, on n'est pas obligé de creuser dans sa vie personnelle et d'aller ressortir des détails intimes. C'est plus, qu'est-ce que tu acceptes de dire de ton travail dans une histoire qui permet aux autres de se relayer. Il va falloir parler d'émotions parce que juste, c'est les émotions qui nous relient les uns aux autres et qui permettent l'empathie vis-à-vis de ton histoire. C'est pour ça que les histoires personnelles marchent aussi bien. Mais on n'est pas obligé de parler tout le temps de soi. Moi, je le fais j'en parle un petit peu, mais je le fais finalement très peu. Non, c'est vrai. Parce que Moi, je préfère donner la parole effectivement à mes clients. Alors après, il y a la façon dont on comment dire, on le présente, c'est effectivement sous une forme anecdotique. Pour le moment, moi, je ne l'ai pas tellement pratiqué, cette forme-là, ça ne me parle pas. Par contre, effectivement, transformer des problèmes, des problématiques, des inquiétudes, des troubles, des malaises, voire des mal-être, c'est ce que moi, je vois tous les jours, en possible solution avec effectivement le vécu de la personne. Oui, ça c'est une clé d'entrée qui m'intéresse et que je pratique. D'accord. Qui est perfectible, hein, bien sûr. Faut que ça te convienne, en fait. C'est ça. Ouais. Et vous, François, Sophie, qu'est-ce que ça vous a donné là, comme résultat? Bah moi, j'étais en train de parler en off à mon mari. Oui. J'étais plus comme vous, Emmanuel, à partir d'exemples clairement de clients, d'autres parents. Je me dis que moi, en tant que futur coach parental, je me dis qu'un parent, mes futurs clients vont plus s'identifier si je leur donne des anecdotes de parents. Ils vont dire, ah bah oui, ça peut m'arriver aussi. Et après, voilà, comme ça. Super. Super. Vous en avez combien sur votre liste? Je suis pas très productive, j'en ai un exemple, mais parce que j'ai pas trop creusé, il faudrait que je cherche. Il suffit qu'on me pose la question pour plus en avoir, alors j'en ai plein en temps normal. Mais là, j'avais un exemple d'un parent qui en maternité oublie son bébé sur le plan de change parce qu'il a oublié de prendre les vêtements dans la chambre de l'hôpital et qui d'un coup part comme ça, laisse le bébé. Donc, heureusement que nous, au Culture, on est à côté pour sécuriser l'enfant. Et voilà, donc ça, c'était mon anecdote. Et donc, du coup, dans la solution, c'est de dire, déjà de faire prendre conscience de la sécurité de l'enfant aux parents. Voilà, leur apprendre, leur donner toutes les informations, notamment là, sur la sécurité matérielle, classiquement. Et, voilà, à partir de ça, quoi, je brode. Super. Super. Et vous, François? Je réfléchissais comment je pratiquais en fait à l'époque. Aujourd'hui, je crois que j'ai eu une évolution, je ne fais plus de la même manière. Parce que quand j'ai commencé à travailler dans la maintenance, je me servais beaucoup des anecdotes des autres clients pour essayer de savoir, en fait, de résoudre le problème à l'avance du client qui me contactait. Parce que souvent, les problématiques étaient globalement les mêmes. Et je me rends compte qu'avec le temps, je suis devenue sur une manière plus humaine, où j'avais plutôt tendance à évoquer mon quotidien familial. Et ça m'amenait en fait un lien peut-être plus rapidement, plus fort avec les clients, et à la fois avec une forme d'indécence, comme disait Corinne, c'est-à-dire qu'on rentre dans un privé qui finalement n'est pas dans le sujet. Donc, c'est à double tranchant, en fait. Okay. L'exemple concret d'anecdote. Ouais. Non, mais après, par rapport à mon projet, moi, c'est plutôt des moments de vie, en fait. Je crois que c'est plutôt le côté père qui rentre en jeu, en fait. Ce que j'ai vécu au bureau sur le côté la mauvaise communication entre collègues, le harcèlement au travail, la différence entre les hommes et les femmes, plus le vécu en tant que père, amène à cette réflexion justement de thérapie et d'accompagnement thérapeutique, de sensibiliser aussi à tout ce qui est violence intraconjugale, intrafamiliale, etc. D'accord, ok, super. Anecdote, il y en a partout, hein. Oui. Dans tous les faits divers. La dernière affaire en date que tout le monde a entendu parler, c'est l'affaire Pierre Palmade, qui m'a beaucoup interrogé sur le malheur de l'individu, sur les addictions, sur qui a fait quoi, pourquoi on en arrive à un tel scénario,
Pourquoi faut-il une célébrité pour qu'on parle d'un fait divers et qu'on fasse bouger les lignes? C'est tous ces faits divers qui, pour moi, sont anecdotiques, en fait, et feront bouger les lignes, à mon sens. Moi, j'apporte la solution. Et ben, il faut sensibiliser, il faut prendre mieux en charge l'individu, il faut rendre moins tabou certains sujets d'actualité comme la religion, la culture, la sexualité, Alors, les thérapies sous toute forme. Excusez-moi François, juste pour dire, l'idée c'est que là, ça c'est ce qu'il faut faire. Comment est-ce que vous pouvez les aider à le faire? Et c'est dans une toute petite publication. Donc, posez-vous la question, comment ils peuvent le faire, vos lecteurs, ou ils peuvent faire quelque chose. Ils ne vont pas tout faire tout de suite, parce que de toute façon, il faut un accompagnement, mais qu'est-ce que les gens, voilà, qu'est-ce que les gens peuvent faire tout de suite? Parce que c'est ce qui va permettre de légitimer de construire votre nouveau positionnement. C'est autour plus de la valeur pratique. Une fois que vous avez raconté l'histoire, quelle est la valeur pratique de ce que vous proposez? Et il faut que ce soit pragmatique, pratique et pragmatique, pour qu'ils le ressentent. Est-ce que c'est pas le call to action, justement? Est-ce que C'est c'est aussi pas, le c'est call to ça, action. c'est le call to action, c'est-à-dire, bon, et maintenant que vous avez intégré cette histoire ou cette anecdote ou cette problématique, qu'est-ce que moi, prestataire X ou Y, qu'est-ce que je vous propose? Bah, appelez-moi, contactez-moi, rendez-vous diagnostic gratuit, rendez-vous découverte, enfin, on l'appelle comme on veut, mais c'est le call to action, à mon avis. Alors, il y a ça, mais même avant le call to action, c'est parce qu'au départ, ils ne vous connaissent pas, donc ils ne vont pas forcément venir. Vous n'êtes pas au même… Toi Corinne, on te connaît déjà, tu as déjà une audience, un public et des clients. Mais là, comme François démarre et qu'il transforme son positionnement, qui est pas il vend plus du tout, propose plus du tout la même chose, l'idée, c'est aussi de légitimer sa posture en proposant quelque chose de pratique que les gens peuvent faire tout de suite. Ouais, c'est vrai. Ils peuvent faire sans nous, en fait, sans vous, sans toi. Parce que c'est un peu ce que je fais là, c'est-à-dire que je donne ces infos, vous allez pouvoir le refaire tout seul pour votre propre compte. Donc, une technique, une astuce, une clé, voilà. Oui. Ou tout simplement une question pour qu'eux, ils se posent la question, comment est-ce que je pourrais faire, et qu'ils vous répondent en commentaire. Et que ça crée de la relation. Alors. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de ce que je fais. Toi, Corinne, tu as déjà entendu parce que tu m'as dit que tu viendrais. Mais du coup, donc, ces ateliers-là, ici, je les propose comme ça gratuitement, mais je monte un atelier collectif avec… on fait des choses plus précises autour des besoins des gens. J'aide à construire la stratégie éditoriale, à créer un agenda éditorial sur LinkedIn pour 6 mois, avec des modèles de publication et avec des modèles d'organisation et avec un suivi de 2 mois. Les modalités, c'est 1h, 1h30 d'atelier par semaine pour aller rapidement. Il y a du travail entre chaque atelier à faire toutes les semaines. Moi, je fais une relecture et je vous fais un feedback systématique de tous vos textes. Et donc, il y a le fameux accompagnement pendant 2 mois dans un groupe WhatsApp ou Telegram, on va voir. Et donc, normalement, c'est 500 € par mois et 1 000 € pour 2 mois. Et aujourd'hui, je le fais à 50%. C'est pour ce groupe-là qu'on va démarrer mi-mars. Donc, la semaine prochaine. C'est 500 € pour les 2 mois d'accompagnement. Donc, il y a 8 ateliers, 8 ou 9 ateliers en ligne d'1h30, plus les feedbacks, plus les relectures et tous les outils. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'acheter directement sur le lien. Corinne et Yvan m'avaient demandé un état des lieux, un audit de leur stratégie éditoriale. Et d'ailleurs, Corinne, il faut que je t'en parle parce qu'il y a une chose que je peux faire et une autre, je pense que ce n'est pas à moi de le faire. Et donc… j'attends ta proposition si tu es toujours intéressée. Je vais te l'envoyer aujourd'hui, je suis très intéressée, mais je voulais juste t'en parler 2 minutes si tu as le temps à la fin. Voilà, donc si ça vous intéresse, venez.
Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir la semaine prochaine. Et puisque de toute façon, cet atelier-là, il est gratuit. Et j'espère que ça vous a aidé à penser à ce que vous alliez écrire. Si ça ne vous dérange pas, je vous taguerai pour que vous fassiez des retours, un retour en ligne sur ce qui vous a plu ou pas, ce qui vous a intéressé, ce qui vous a servi dans cet atelier. Et de toute façon, à la semaine prochaine, du coup. Ouais, parce que c'est toutes les semaines, en fait. J'en fais un toutes les semaines sur un sujet un petit peu différent à chaque fois. Ok, Ok, c'est super. intéressant. Ouais, hein. ouais, c'est Mais- intéressant. Moi, ça m'a donné des billes là déjà. Très bien. Et après, Merci. après, pour la campagne, non, c'est juste peut-être pas la bonne Pas le période. moment. Oui. C'est Pas OK. le bon moment. Ouais, Mais, financièrement. mais par contre, pour avoir un commentaire positif et puis me faire une visibilité, absolument. Ah bah, très bien, tant mieux. Très intéressant, comme ça a permis de poser de nouvelles questions. On va arrêter l'enregistrement déjà.